deuxième enregistrement concernant le stage sur l'exorcisme des lieux, des maisons, des entités. Alors, quelques petites questions, entre autres sur l'exercice de respiration que nous avons vu ce matin. Alors, peut-on évacuer au jour le jour les émotions négatives emmagasinées quotidiennement? Alors, je dirais que ce n'est pas ces émotions qui sont emmagasinées quotidiennement qui vont vraiment nous poser problème, c'est plus des émotions anciennes, traumatisme de naissance, etc. Donc, à la limite, les phénomènes négatifs emmagasinés au jour le jour vont s'auto-nettoyer en pratiquant la respiration, donc comme un nettoyage régulier. Par contre, dès l'instant où il y a un blocage respiratoire, émotionnel, angoisse, pendant l'exercice, pendant cet entraînement, c'est qu'il y a quelque chose à chercher qui est beaucoup plus profond. Donc c'est pas quelque chose qui va être superficiel, c'est quelque chose qui va être plus profond, donc je dirais à creuser. Alors j'ai pas vraiment répondu à la question, mais et c'est pas par exemple par les techniques comme l'autosuggestion en disant tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux. C'est pas ça qui va résoudre ce problème profond, parce que justement là, quand on fait de l'autosuggestion, c'est superficiel, or le phénomène est beaucoup plus ancré. Alors comment faire pour ne pas, pendant l'exercice, être entraîné par ses pensées? Ça c'est l'entraînement. Alors quand je vais commencer à vouloir faire le vide à l'intérieur de moi, je vais automatiquement avoir des pensées qui vont me venir à l'esprit. Je vais penser au téléphone. Le téléphone, ça va me faire penser à la facture de téléphone. Le mot facture va me faire penser qu'il va falloir que je paye mes impôts. Le mot impôt va entraîner un enchaînement, en fait, de pensées. Ce qu'il faut, c'est n'accorder aucune importance à ceci. Si vous n'accordez aucune importance à vos pensées, automatiquement, elles vont finir par se raréfier. Il ne faut pas s'accrocher sur cette pensée. C'est par l'entraînement que progressivement, je vais avoir un état de calme intérieur, un état de vide mental. Alors maintenant, y a-t-il une méthode pour retrouver une sensibilité qu'on aurait soi-même occultée ou mis de côté? Je dirais que il n'y a aucune méthode précise. Il va falloir vivre l'évolution spirituelle, vivre un certain nombre de choses, et c'est ça qui doit petit à petit nous faire retrouver notre sensibilité. Mais dans le cadre de l'exorcisme, il ne faut pas être trop sensible au malheur des autres, au malheur de celui que vous allez exorciser. Parce qu'il va falloir un petit peu choisir son camp. Soit on est du côté de la personne qui va être très réceptive, et à ce moment-là on va avoir plus de difficultés pour faire un exorcisme, parce qu'on va risquer d'accumuler en soi les énergies négatives. Soit on a moins de sensibilité, on est plus actif, et à ce moment-là on met sa sensibilité un petit peu de côté. Donc l'exorcisme, c'est une technique assez particulière dans laquelle la sensibilité ne doit pas être travaillée. Il s'agit d'agir. Donc pour agir, il faut être extérieur au problème. Alors concernant la question sur la consécration religieuse, on verra plutôt ça demain ou à la fin du stage. Alors c'est pareil, si certains d'entre vous ont des démarches plus profondes, qui veulent aller plus loin dans ce type de travail, vous avez mon numéro de téléphone, vous m'écrivez une petite lettre ou vous me téléphonez, et puis à ce moment-là on en parle personnellement. Alors donc toujours, si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas à me les marquer sur les papiers. Alors l'entraînement, on l'a vu, nous y reviendrons au prochain stage, mais pour l'instant ce qu'il s'agit, c'est de pratiquer cet entraînement. Dès demain, donc, vous aurez le fascicule avec tous les éléments indispensables. Ah ben, vous faites et vous refaites. Alors maintenant, question, qu'est-ce qu'un envoûtement de lieu? Parce que c'est ça qui va nous être important, puisque c'est le sujet du stage. On peut envoûter une personne, on peut envoûter un lieu. Alors, quelle est la différence entre l'envoûtement d'une personne, l'envoûtement du lieu, et comment les choses vont-elles fonctionner?
Alors, on a la parole qui nous dit que tout est dans tout. C'est-à-dire que dans une personne, il y a le résumé de l'univers. Dans un lieu, il y a le résumé de l'univers. Dans chacune de mes cellules, j'ai le résumé de la totalité de mon être. D'où le principe du clonage. Tout est dans tout. Le grand est dans le petit. Ça veut dire qu'on va avoir une interaction, et même plus qu'une interaction, on va avoir une forme d'assimilation entre un lieu et une personne vivante. Vous savez qu'une personne possède un aspect invisible et un aspect visible, c'est-à-dire ce qu'on va appeler un esprit et ce qu'on va appeler un corps. Bon. Si moi, en tant qu'individu, j'ai un corps et un esprit, par assimilation, par correspondance naturelle, un lieu, une maison, aura elle aussi un corps physique, fait de pierre, de parpaing, de briques, et un esprit, entre parenthèses, fait d'une certaine forme d'énergie invisible. Donc si moi je suis double, ma maison, mon lieu, va être également double. Donc le lieu possède une âme énergétique, une forme de mémoire, et un corps qui est la construction physique. Autre chose, chez une personne, nous avons ce qu'on appelle des plexus énergétiques, c'est-à-dire des points plus ou moins sensibles, des portes d'entrée et de sortie des énergies. Alors, si moi j'ai des plexus à l'intérieur de moi, la planète a elle-même ses propres plexus énergétiques, dont un peut être par exemple la forêt de Brocéliande, dont un autre va être les pyramides égyptiennes, etc. Donc on a des points de force, des points où, comme des points d'acupuncture. Mais si j'ai des points d'acupuncture sur moi, j'aurai aussi des endroits particuliers, des endroits qualifiés dans une maison, dans un appartement ou dans un lieu. Comment fonctionne un envoûtement sur une personne ou une charge négative? Eh bien, cette charge négative va entrer, évidemment, par la porte. C'est-à-dire que j'ai le plexus solaire qui va être le siège, souvent, de mes émotions plus ou moins instinctives. C'est une porte d'entrée, ce plexus solaire. Donc, j'absorbe de l'énergie qui vient de l'extérieur et je vais également me débarrasser d'autres énergies. Donc, il y a un phénomène d'échange. Si cette porte, plexus solaire, est obstruée, je vais être malade, je vais avoir des problèmes de digestion, je vais me sentir fatigué. Principe du phénomène d'envoûtement. Dans une maison, ça va être exactement la même chose. Il y a des points particuliers de cette maison qui vont se charger plus précisément. Donc, concentration des charges par endroit. D'où une dévitalisation, exactement comme dans un individu, on peut avoir des points qui vont être plus ou moins chargés. Alors, ces points énergétiques négatifs sur un lieu, qui seront, le lieu ce sera plus précisément une maison ou un appartement, bon, mais ça peut être aussi un lieu, ça peut être un champ, ça peut être une grange, ça peut être une étable avec des bêtes, ça peut être un certain nombre de choses. Donc ces points vont être des sortes de vortex négatifs, qui vont être de deux natures. Donc dans un lieu, on va trouver deux sortes de points négatifs. Premièrement, des points qui vont être vampirisants. Alors, ici, on va marquer. Donc, dans un lieu négatif, on aura des points vampires. S'ils sont signés, je dirais, au niveau énergétique du moins, donc manque d'énergie, il absorbe l'énergie. Et deuxième sorte de points négatifs dans un lieu, eh bien les points qui vont être plutôt émetteurs. Donc, émission d'énergie négative, bien sûr, et à ce moment-là, ce sera signé plus. Donc vous avez le lieu vampire et vous avez le lieu chargé négativement. Qui vont avoir deux sortes d'actions différentes. Sur un lieu vampire, on va se sentir totalement épuisé. Par exemple, si vous allez l'hiver dans une forêt, alors il faut savoir que l'hiver, la sève est descendue des arbres, il faut savoir que l'hiver, toute la forêt est en attente du printemps, donc en absence énergétique. À ce moment-là, certaines personnes qui vont s'y promener vont se sentir fatiguées.
Donc il faut éviter d'aller dans une forêt l'hiver. Sauf cas particulier, bien sûr, parce que ça va avoir une action plus de vampirisation. Alors la forêt n'est pas négative par elle-même, mais elle est en manque d'énergie. Si vous êtes chargé de beaucoup d'énergie et que vous allez dans un lieu qui est en manque d'énergie, vous allez avoir tendance à vous faire vampiriser. C'est le principe des vases communicants, c'est-à-dire que c'est dans ce cas-là le plus faible qui va tirer sur le plus fort, le moins chargé qui va absorber le plus chargé. Par exemple, lorsque l'on va visiter une maison de retraite, dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté, qui sont malades, qui sont âgés, etc., qui voire ont des absences au niveau mémoire et autres, on va se faire proprement vampiriser nos énergies par le principe des vases communicants. Alors, et là, on va avoir par exemple une des limites de l'exorcisme. Si, chez moi, j'ai une grand-mère qui a atteint l'âge honorable de 100 ans, qui est totalement dévitalisée, fatiguée, etc. Et moi, je suis à côté, je vis dans cette maison, je m'occupe d'elle et je suis tout le temps épuisé. Je ne suis pas envoûté, je ne suis pas possédé par des démons, mais simplement je me fais pomper mon énergie propre par cette personne. Alors comme je suis mal, je vais voir le père exorciste du 15e arrondissement, je me fais exorciser, je me sens un peu mieux, je reviens chez moi, et 2 jours après, je suis à nouveau épuisé. Pourquoi? Parce qu'il y a une source vampire qui fait que de toute façon, j'aurais beau me faire exorciser, désenvoûter, nettoyer, dégager, etc., n'ayant pas résolu la cause du problème, c'est un cautère sur une jambe de bois. C'est-à-dire que tous les rituels que je pourrais me faire faire ou que je pourrais faire ne fonctionneront pas. Parce que, on le verra bien sûr, l'exorcisme, c'est une technique qui est opérative, mais qui a ses limites. Donc, travailler un exorcisme sur un cas inadapté ne donne pas de résultat. Là, la seule solution, c'est de ne pas vivre dans la même maison que cette grand-mère. C'est dur pour la grand-mère, mais c'est de ma propre, je dirais, survivance énergétique dont il est question. Alors, si quand un jour vous êtes confronté à un cas comme ça, parce que ça c'est un cas qui peut arriver, si la personne est capable émotionnellement de comprendre ce principe, vous lui expliquez, vous lui dites voilà ce qui se passe, vous vous faites vampiriser, il faut trouver une solution pour ne plus être en contact. Et si la personne n'est pas capable, n'a pas suffisamment d'évolution pour comprendre ce mécanisme, ben vous lui dites, vous lui souhaitez tout l'amour du monde, mais vous ne pourrez rien faire pour elle. Parce que le patient peut ne pas vouloir entendre ce que vous avez à lui dire. Est-ce que je suis prêt à accepter la vérité ou pas? Ça dépend. Parce que moi j'ai vécu exactement ce que vous venez de citer. Ça dépend. J'ai perdu un père l'année passée. Oui. Et quand il est avec nous, tout le temps. Tout le monde était fatigué. Tout le monde était fatigué. Ouais, parce qu'il y a une. Quand on sort à côté d'eux, ça tire l'énergie. Si vous avez par exemple une personne qui vient vous voir en disant voilà, je travaille dans une maison de retraite, je suis tout le temps épuisé, ben, madame, c'est pas la peine que je vous fasse un exorcisme, changez de travail. Après on va me dire ben oui, mais comment faire? Bon, alors, oui, et par la respiration, est-ce qu'on peut compenser la perte énergétique de la grand-mère qui pompe? Tout dépend du vortex qui vous absorbe. Peut-être que plus vous allez respirer, plus la grand-mère va être en forme. Mais vous allez tout passer. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas donner à la personne des supports pour qu'il n'ait pas de l'énergie constamment sur elle? Alors, est-ce qu'on peut donner à la personne des supports énergétiques, des talismans, des pentacles, des croix, tout un tas de choses pour la protéger de la grand-mère? Hélas, non, je dirais dans l'absolu, ça ne fonctionnera que très peu, très faiblement. À la limite, en mettant en place des protections, on va peut-être pouvoir gérer 20% ou 30% de la perte d'énergie. Mais c'est tout. Hein, si j'ai une bouteille avec un trou au fond de la bouteille, c'est vrai que je peux remettre du liquide dedans. Et plus je vais remettre de liquide, ça va continuer à couler quand même. Donc c'est un circuit sans fin. Le mieux, hélas, c'est de trouver une autre solution. Alors ça c'est... Alors donc, la grand-mère, ça fait partie des lieux ou des êtres qui vont décharger, qui vont me décharger.
Et si je ne prends pas conscience du phénomène, ou que si émotionnellement, comme c'est ma grand-mère ou ma mère ou quelqu'un que j'aime beaucoup, je ne prends pas conscience du phénomène et je refuse de le voir, tant pis pour moi. À ce moment-là, vous dites à la personne en question qui vient vous voir, ben écoutez, je ne peux rien faire. La grand-mère, elle peut faire des respirations aussi, oui. C'est... On en a Mais, eu deux. bon, attention, c'est, les pertes énergétiques, c'est comme une hémorragie. Il faut essayer de mettre un pansement compressif et puis de boucher le trou. Hein. Sinon, on n'y arrive pas. Comment ? Ça rentre dans le cadre des personnes qui vont venir vous voir en vous disant « je suis envoûté ». Alors que non. C'est pas un vrai envoûtement. C'est une absorption d'énergie. Mais certains spécialistes de l'envoûtement travaillent de cette manière-là volontairement. Donc par technique de vampirisation. C'est plus rare. Oui. Est-ce que ce phénomène de vampirisation ne s'arrête pas à une personne? Je veux dire, par exemple, si la grand-mère a un enfant, peut-être qu'elle peut plus vampiriser l'enfant que l'adulte. Ça peut. L'enfant est plein d'énergie, donc ce sera un meilleur proie énergétique. Mais la grand-mère est très gentille, attention. C'est un phénomène qui est inconscient. Donc il se passe indépendamment du bien ou du mal, de l'amour ou pas. Vous pouvez très bien avoir une grand-mère qui aime énormément ses petits-enfants, mais n'empêche que derrière, ça vampirise l'énergie. Moins vous êtes sensible, moins vous allez ressentir ce phénomène. Et plus vous serez médium ou intuitif, plus vous allez vous faire absorber. Bon. Et c'est pareil avec des clients. Si certains d'entre vous ont des cabinets de psychothérapie ou autres, ou de magnétisme, le client, il vient pour vous vampiriser. Alors, à vous de savoir quelle est la limite, hein, puisque c'est votre métier, donc c'est normal de laisser un peu d'énergie, mais quelle est la limite? Et si je laisse un petit peu d'énergie sur la personne qui vient me voir, à ce moment-là, je dois compenser, comme on a vu ce matin, par les techniques de respiration. Et plus j'agis sur un plan professionnel, plus je vais passer de temps dans ma journée à accumuler de l'énergie pour pouvoir en redonner. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, par exemple, je suis magnétiseur, je suis thérapeute, j'arrive à guérir des gens, ça fonctionne très bien. Je ne pratique pas ce genre de respiration. Oui, ça va fonctionner. Mais vous allez, de manière profonde, quand même, avoir tendance à vous dévitaliser. D'où l'intérêt de compenser, afin de durer dans le temps. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui pratiquent, mettons, la voyance ou d'autres choses pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, puis d'un coup, la personne s'effondre parce qu'il n'y a plus aucune réserve. Donc, c'est bien avant qu'il faut compenser ces pertes d'énergie. Donc, on a deux sortes de lieux, les lieux vampires et puis les lieux à l'émission négative. Alors, il ne faut pas confondre aussi ces lieux négatifs avec, je dirais presque, une troisième catégorie qui n'en est pas une, ce sont les hauts lieux, c'est-à-dire les lieux particulièrement forts en énergie ou les lieux particulièrement spirituels, qui sont invivables pour le commun des mortels. Je pense que si on vide la cathédrale de Chartres et puis qu'on installe un lit de camp au centre du vortex, au bout, ça va peut-être nous faire du bien pendant quelques jours ou pendant quelques semaines, et puis au bout d'un certain nombre de mois, peut-être moins, on va tomber malade. On va être très mal parce qu'on aura une indigestion d'énergie, on aura trop d'énergie. Et ce trop d'énergie, ça va nous donner des maux, MAUX, parce que ça va s'accrocher sur nos propres blocages énergétiques. Donc, indigestion énergétique. Alors, quand un exorciste intervient, c'est parce qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas parce qu'une personne se sent mal qu'il y a forcément un maléfice. C'est exactement le cas que nous avons vu tout à l'heure. Je suis tout le temps fatigué. J'ai ma grand-mère dont je m'occupe depuis 10 ans. Je pense que je suis envoûté, mais je ne le suis pas. C'est ma grand-mère qui me pompe les énergies. Donc toujours, quand il y a une étude à faire sur un cas donné, sur un cas précis, il faut toujours d'abord chercher les explications logiques, naturelles. Déjà, première chose, savoir s'il n'y a pas une maladie. Consulter son médecin, voir son psychothérapeute, etc. Et quand on a fait le tour des explications rationnelles, à ce moment-là, on commence à chercher un petit peu les explications énergétiques.
grand-mère? Est-ce que par exemple, on en verra après, mais est-ce que je fais pas partie d'un groupe de prière qui me vampirise? Ça peut être le cas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pompe l'énergie? Bon. Et une fois qu'on a fait le tour de ces petites choses-là, et ben après on va regarder s'il n'y a pas un phénomène d'envoûtement ou d'infestation négative qui peut avoir lieu. Mais l'exorciste doit toujours rester prudent, pragmatique, les pieds sur terre, parce que le client qui vient nous voir, ou la personne qui fait appel, lui n'a pas forcément les pieds sur terre. Lui, il a lu plein de livres sur la magie, il est sûr d'être envoûté. Mais si on veut vraiment l'aider, il faut arriver à déterminer quelle est l'origine réelle du problème. Et parfois, il peut y avoir deux origines, un maléfice et un problème psychologique. Ça va très souvent ensemble, parce que le maléfice s'accroche sur le problème psychologique. Alors si vous retirez le maléfice, ça va mieux. Si vous retirez le problème psychologique, ça va mieux. On viendra un petit peu sur toutes ces choses-là. Alors en fait, qu'est-ce que le mal? Le mal, ça va être une inadéquation, donc une non-harmonie entre un lieu et une personne, puisqu'aujourd'hui on étudie les lieux. Alors le schéma classique dans ce genre de situation est le suivant. Si il y a un maléfice sur une personne, qu'on appelle ça envoûtement, sorcellerie, magie noire, l'art, possession, etc., dès l'instant où il y a un phénomène maléfique, maléfice d'une personne, vous aurez automatiquement un problème au niveau du lieu, de la maison. Donc, c'est quasiment toujours double. Le maléfice d'une personne entraîne le maléfice de la maison. Pourquoi? Parce que si mon voisin me veut du mal, j'emmagasine sur moi des énergies négatives. Je vais automatiquement contaminer mon entourage. Alors, je vais avoir tendance à contaminer les gens qui habitent dans la même maison que moi, et également la maison, les murs, les lieux. Si je pars et que je me fais nettoyer, dégager, loin de chez moi, je vais me sentir mieux, mais quand je vais revenir dans ma maison, on peut considérer que le travail aura été à moitié fait. Je serai dégagé, mais ma maison sera toujours infestée. C'est comme une grippe ou comme une épidémie. Si je vais à l'hôpital me faire soigner et quand je reviens dans mon lieu d'habitation, il y a encore des bactéries, des virus qui prolifèrent, j'ai de fortes chances de retomber malade au bout de quelques temps. Donc très souvent le phénomène est double. La personne et la maison. Alors vous allez me dire, oui mais si c'est l'inverse, c'est une maison avec une charge négative maléfique, donc je suis malade. À la limite, dégager la maison, c'est bien, mais ça ne résolvera que la moitié du problème, puisqu'il y aura quand même des charges négatives qui se seront accumulées sur la personne. Donc, maison et personne vont de pair. C'est pour ça qu'en général, quand on fait un dégagement énergétique d'une personne maléficiée, il est préférable d'agir à domicile, de manière à faire d'une pierre deux coups et à dégager la personne et la maison. Quelque part, on a vu que nous avions tous un esprit et un corps physique. Une maison, on a vu que c'était pareil. On peut considérer que la maison, c'est le corps physique et que l'habitant de cette maison, c'en est l'esprit. Donc l'esprit, c'est moi, le corps, c'est ma maison. Donc automatiquement, il va y avoir des interactions entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire entre l'habitant et la maison. Je suis en quelque sorte le dieu de ma maison. Je suis le roi de mon royaume. Si je suis mal, je vais contaminer les lieux. Donc ça, c'est vraiment des interactions très très importantes. Alors, autre chose également, il est très rare qu'un lieu se maléficie tout seul. Un lieu maléfique naturel n'existe quasiment pas.
C'est vrai, vous allez me dire, il y a des rivières en Afrique infestées de crocodiles. La rivière infestée de crocodiles est-elle maléfique? S'il y a un phénomène naturel qui fait que si je vais me baigner à cet endroit-là, je risque de me faire dévorer. Bon. Dans la nature, de la même façon, il existe des lieux dans lesquels il y a des entités naturelles qui refusent la présence de l'homme. Mais ce n'est pas des lieux maléfiques. Par contre, si j'y vais sans préparation, je risque fort d'avoir des petits problèmes, d'avoir des soucis. Mais ce n'est pas un lieu maléfique. Le lieu maléfique naturel n'existe pas. Comme on disait tout à l'heure, le haut lieu sur lequel je vais me sentir mal parce qu'il y a trop d'énergie n'est pas un lieu maléfique. Donc, le principe du maléfice, dans 90%, voire dans 99% des cas, eh bien, derrière ce phénomène, il y a la main de l'homme. C'est l'homme qui va maléficier quelque chose, et non la nature. On pourrait dire que les démons, les daimons, enfin, pas les daimons, les démons, au sens religieux du terme, viennent des hommes. Ils n'existent pas. Ce ne sont pas des créations naturelles de Dieu. C'est nous qui allons nous créer des phénomènes énergétiques négatifs et nous allons tenter de nous les échanger. Donc même si la nature est bonne, par définition, elle va être dure. Le lion mange la gazelle. Est-ce bien? Est-ce mal? On va dire c'est mal pour la gazelle et c'est bon pour le lion. Donc le bien et le mal ne se situent pas sur ce plan naturel des choses. Le bien et le mal, c'est nous qui allons, par nos actions, le faire, le commettre, le signer. Alors on en revient à notre question de tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce qu'un envoûtement de lieu? Donc, qu'est-ce qu'un envoûtement de lieu? On a vu que le maléfice venait plutôt de l'homme. Alors, on a cette équation quasiment systématique que vous pouvez noter. Une personne chargée contamine un lieu. Donc, ce sera toujours une personne qui sera chargée qui va contaminer un lieu. Et ceci, volontairement ou non. Donc une personne chargée contamine un lieu, volontairement ou non. Alors volontairement, eh bien si c'est un mage noir qui maléficie le champ du voisin pour que les vaches soient malades, ou on va maléficier une maison pour bloquer la vente, pour pouvoir la racheter à bas prix, ou on va... Bon, donc le mage noir va utiliser différentes techniques. On peut enterrer les charges. À la limite, ça c'est une action de magie négative pour un but précis. Vous avez aussi des lieux qui sont chargés. Vous allez me dire, oui, mais moi je vais dans tel lieu, dans la forêt, etc., et je m'y sens très mal. Mais la main de l'homme a pu y agir. Ça a pu être un lieu de sacrifice, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, ou il y a 200 ans. Donc, la main de l'homme s'est mise dessus, elle l'a chargé négativement. Ça, c'est des charges volontaires, qui peuvent provenir du passé. Et on peut contaminer un lieu inconsciemment, involontairement. Par exemple, quelqu'un qui est victime d'un maléfice va charger son lieu d'habitation sans le vouloir. Une personne souffrante, une personne qui souffre énormément, va charger son lieu d'habitation de ses propres souffrances, puisque cette personne est l'esprit ou le dieu de la maison, le dieu du lieu. Elle va y diffuser ses propres énergies. Un malade va charger négativement son lieu d'habitation, que ce soit malade physiquement ou malade psychiquement. On va créer. Donc c'est nous qui allons engendrer ce phénomène. Alors pourquoi maintenant ma maison se charge-t-elle, puisqu'elle est inanimée? Oui, mais ma maison est peut-être inanimée, mais elle est construite avec des matériaux qui eux sont de véritables éponges. Par exemple, le bois, le papier vont capter les énergies. Parce que ce sont
Le bois, c'est une matière naturelle. C'est pour ça qu'il y a certaines statues qui sont faites en bois, pour que ça puisse se charger. Dans ma maison, il y a des pierres. Les pierres, dans ces pierres, il y a du quartz. Le quartz, ce sont des cristaux. Donc les cristaux, que ce soit les cristaux du sable via les parpaings, les cristaux qui sont dans les pierres naturelles, vont accumuler les énergies négatives. Puisque les cristaux ont un triple effet, là, on passe rapidement là-dessus. Un cristal accumule l'énergie, positive ou négative. Un cristal va amplifier l'énergie. C'est pour ça que dans certaines pratiques, on va utiliser des cristaux pour amplifier, mais le cristal amplifie l'énergie positive ou négative. Et le cristal va servir de diffuseur. C'est-à-dire que quand un cristal est chargé, il va rediffuser le message dont il a été chargé. Alors ici, une petite parenthèse. Des fois, certaines personnes portent des cristaux pour se protéger du phénomène de l'envoûtement. C'est bien et moins bien en même temps. Ce cristal va se charger de l'énergie négative. Donc, ça va permettre à la personne de souffrir de moins de force négative sur elle. Mettons, il y a 20%, il y a 30% qui vont se fixer au niveau du cristal. Mais quand ce cristal va être lui-même saturé d'énergie, il va amplifier et réémettre l'énergie négative. Donc porter un cristal de protection, je dirais oui, mais pas très longtemps. Parce que dès qu'il sera chargé, il va être pire, il va relayer le phénomène d'envoûtement ou le phénomène maléfique. Alors, on va dire, d'où la nécessité, je nettoie mon cristal, je le mets dans de l'eau salée. Pour vraiment nettoyer un cristal qui est chargé, soit vous le placez dans une rivière d'eau pendant 3 jours, de manière à ce que l'eau courante entraîne toutes les charges accumulées. À défaut, vous le mettez sous le robinet et vous le laissez une nuit sous l'eau qui coule. Mais il faut qu'il y ait un phénomène, il faut que ça soit lavé, il faut que l'eau entraîne les charges négatives. Le mettre simplement dans du gros sel ou dans une cuvette d'eau salée va être insuffisant. Alors, dans ma maison, il y a des cristaux partout puisqu'il y a des murs. Donc dans le parpaing, dans les parpaings c'est pareil, même les maisons modernes. Dans le parpaing vous avez du sable, vous avez de la silice, donc vous avez du quartz. Alors vous avez également les ardoises, les tuiles, les briques, tous ces matériaux naturels vont accumuler les énergies. Vous avez les métaux. Alors généralement les métaux sont de mauvais accumulateurs. C'est-à-dire qu'ils accumulent peut-être facilement, mais ils se déchargent tout aussi facilement. Par contre, si vous avez des bijoux, c'est pas le métal du bijou qui va se charger, ce sera plutôt la pierre, le quartz, le cristal qui sera sur ce métal. D'où les histoires des bijoux maléfiques qui se sont redonnés et qui ont fait de nombreuses victimes de génération en génération. Alors on a aussi un phénomène curieux avec les plumes. Curieusement, les plumes peuvent capter les énergies négatives, donc les plumes des oreillers, les plumes des édredons, les plumes des matelas, et dans certains cas de maléfices, ces plumes finissent par se tisser les unes par rapport aux autres, par former des concrétions sous forme de boules, sous forme de nids, sous forme d'œufs, sous forme de couronne. Et il est très curieux quand une personne a subi des problèmes négatifs pendant des années et des années, et d'éliminer tout ce qui est plume parce que ça va s'être chargé. Or, si vous intervenez dans une maison, que vous nettoyez la personne, ensuite que vous nettoyez la maison, et si dans l'oreiller, dans le matelas, il y a des concrétions négatives qui se sont formées, ça va être de véritables émetteurs. Et c'est pas forcément avec l'exorcisme simple que vous allez pouvoir les nettoyer. D'où la nécessité de les prendre, de tout ouvrir, de les détruire. Alors c'est curieux, ça existe. Hein, c'est un phénomène de sorcellerie des campagnes intéressant. Alors ça existe, voilà. Une dame récemment là qui m'a envoyé des photos. Bon, dans le matelas, il y avait plein de choses. Alors il faut savoir que le matelas, l'oreiller, on passe au moins 30% de sa journée dans son lit. Donc c'est un des lieux que nous allons nous charger le plus. C'est pareil, quand on se couche le soir,
On a toutes nos émotions de la journée qui nous reviennent en tête, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos haines. Donc on va charger ce lit. Alors, il y a un philosophe qui demandait « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» Alors on pourrait presque répondre « Oui, mais je vais donner à mes objets une âme blanche si je suis d'une nature hautement spirituelle, et une âme noire si je suis personnellement négatif ou maléficié. Donc je contamine et je transmets. » Alors dans une habitation, nous avons des endroits qui sont plus particulièrement des repères, des nids d'entités négatives. Ce sont les caves, les greniers, les endroits où on va rarement. Les larves, disons les démons, on va appeler ça comme ça, les démons larvaires, vont affectionner les endroits obscurs avec un air vicié. D'où la tradition, au printemps, que l'on faisait avant, de sortir tous les meubles de la maison, dans le jardin, et de les battre avec un balai, pour en chasser les mauvaises entités. Évidemment, si on habite dans le 15e arrondissement, au 3e étage, on va avoir un petit peu de mal à pratiquer cette coutume. Mais c'était simplement pour retirer tous les coins, toutes les toiles d'araignée occultes qui pouvaient exister, et les nettoyer, et les faire fuir. Alors maintenant, nous allons étudier sur le plan, je dirais, réel, et non sur le plan symbolique, mais les différentes sources d'infestation d'une habitation. Donc là, on a parlé d'un certain nombre de choses, et maintenant, on va essayer de reprendre point par point les cas réels auxquels nous pouvons être confrontés. Source d'infestation. Première source d'infestation, et sans doute la plus nombreuse, les entités larvaires, les êtres larvaires. Donc, ces êtres sont issus des mauvaises pensées des hommes. Donc c'est typiquement d'origine humaine. On pourrait dire sur un plan théologique que ce sont des ténèbres incréées, c'est-à-dire des ténèbres qui n'existent pas, qui sont le fruit des pensées et des émotions des hommes. Ténèbres incréées car ils ne sont pas créés par Dieu, ils sont simplement relayés par nous. Donc, issus des mauvaises pensées, des désirs inassouvis, issus des fantasmes, parce que ça génère dès l'instant où une pensée plus ou moins négative, plus ou moins instinctive va être liée à une émotion, on va créer une entité, issue de nos propres peurs. À la limite, on pourrait considérer que l'avare, qui a peur qu'on vienne lui voler son magot, va générer une entité larvaire, parce que tous les soirs quand il va se coucher, il aura peur qu'on vienne lui prendre ses lingots ou ses pièces d'or. Nos angoisses morbides. Alors l'entité larvaire, dès l'instant où on a une émotion négative, elle est créée, mais elle va disparaître assez rapidement. Par contre, si j'ai une angoisse morbide, régulière, répétitive, eh bien je vais nourrir cette entité larvaire, et progressivement, elle va prendre corps, elle va prendre forme, et elle va finir, elle, par me lancer, par réfléchir comme un miroir va réfléchir ma propre image, elle va se nourrir de mes angoisses. Donc elle va tout faire pour que j'ai des angoisses. Par exemple, j'ai peur des fantômes. Il n'y a pas de fantômes dans la maison que je viens d'acheter. Mais j'ai peur, et tous les soirs j'ai peur d'entendre les marches craquer, j'ai peur d'entendre des bruits dans les poutres, j'ai peur que les portes des armoires s'ouvrent et se ferment. Je vais donc finir par générer une entité émotionnelle qui, comme son but à elle est de survivre et de se nourrir de mes angoisses, va peut-être finir, selon ma puissance, par provoquer les craquements dans l'escalier, les craquements dans les poutres, la porte de l'armoire qui s'ouvre et qui se ferme toute seule. Mais c'est pas un envoûtement. Par contre, c'est une forme de maléfice que je me suis fait à moi-même. Ou que je laisse, parce que si, une fois que j'ai quitté cette maison, la larve reste accrochée à l'endroit,
Tout simplement, je vais la laisser au futur locataire. Et eux, ils auront les craquements, parce qu'elle va tenter de reproduire le même schéma pour se nourrir de ces angoisses morbides. Alors pareil, c'est créé donc par des émotions fortement négatives, par tout ce qui va être tabou, haine et rancœur, je déteste mon voisin, etc. Vivement que la grand-tante décède pour que je puisse hériter du magot. Bon, tout ça, ce sont des pensées qui génèrent. Jalousie, envie, on est dans presque les 7 péchés capitaux là. Envie inavouable. Il y a quelque chose que je voudrais faire, mais je ne l'ai jamais fait et j'oserais jamais le faire. Dépravation, tous les penchants humains. Alcoolisme. L'alcoolisme crée des entités larvaires, les fameux éléphants roses. La drogue branche, pareil, sur des phénomènes négatifs. Alors c'est quoi la drogue? Vous allez me dire, oui, mais les chamans, eux, fument des fois des substances illicites, ce qui leur permet de s'envoler vers des plans spirituels. Alors il y a une grosse différence entre un chaman qui va fumer une substance, mais le chaman sait dans quel contexte il va le faire. Il va le faire avec un rituel, il va le faire avec une évolution spirituelle, avec les initiations qui vont avec, alors que le jeune du coin qui est complètement disjoncté, qui va fumer la même chose, lui, il ne va pas décoller vers les plans spirituels, il va ouvrir, il va plonger dans les ténèbres. Donc le même action, le même acte, va aller dans un sens ou dans un autre. Donc la drogue a tendance à ouvrir les plans, à ouvrir des chakras sur des niveaux inférieurs. Alors ces énergies issues donc de l'être humain, des émotions humaines, deviennent de véritables génies malfaisants. La légende d'Aladin et la lampe merveilleuse, la légende des petits génies familiers enfermés dans les bouteilles. La légende, je crois, des golems, parce que ça c'est un système un petit peu différent, mais légende des entités larvaires qui sont créées et qui vont être capables d'agir. Et si je suis personnellement puissant, et si tous les jours je fais mes 2, 3, 4, 5 ou 6 exercices de respiration, et que j'ai un gros problème psychologique qui finit par créer une émotion, je vais engendrer une entité, je vais engendrer un génie malfaisant. Alors à ma mort, il peut me survivre. Et il peut avoir tendance à parasiter, d'où les phénomènes peut-être de possession, qui viennent plus de ces choses-là que des démons bibliques. Donc ça peut créer une possession si c'est très puissant. Ils vont se nourrir, comme on le disait tout à l'heure, des émotions humaines négatives. Donc ils vont tout faire pour reproduire ce qui leur a donné naissance. Par exemple, prenons une idée. Un couple divorce, se déchire, ils s'entretuent, ils tentent de s'empoisonner mutuellement, etc., etc. Bon, ça crée des émotions négatives puissantes qui génèrent une entité. Et puis à la limite, ils finissent par comprendre qu'ils se sont trompés, ils déménagent, ils s'en vont, et tout va bien. Le couple qui va venir habiter la même maison va hériter bien sûr de l'entité larvaire. Et si elle est puissante, ces gens vont avoir beaucoup de problèmes dans leur couple, et cette entité va avoir tendance à reproduire les déchirements, les rancœurs, les tentatives d'homicide de l'un sur l'autre, etc. Donc ils recréent. Donc on finit par engendrer un phénomène d'infestation, possession entre guillemets, infestation larvaire. Ça existe, et on pourrait presque dire que sur un plan léger, ça existe partout, et sur un plan particulièrement puissant, c'est assez rare. Et là, il est nécessaire d'avoir un exorcisme, ou plusieurs exorcismes, pour nettoyer ce genre de choses. Alors bien sûr, ces entités larvaires vont se désagréger si elles ne sont plus nourries, comme un petit génie qui n'est pas alimenté. Mais elles peuvent mettre un certain temps avant de se désagréger. Plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies. Si elles sont vraiment très puissantes, plusieurs siècles. Imaginons une entité larvaire créée par un groupe de mages noirs qui décide d'engendrer une entité puissante qu'elle va appeler Belzébuth, Asmodée, ou etc. S'ils se réunissent tous pendant des années avec des orgies, ils vont envoyer de l'émotionnel dans cette entité, cette entité va pouvoir peut-être survivre plusieurs siècles.
Alors, deuxième chose qu'on peut rencontrer, et qu'on rencontre quasiment tout le temps également, c'est les phénomènes de lente imprégnation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'imprègne mon lieu d'habitation de mes propres énergies. Donc, lente imprégnation des murs par les habitants émettant de la souffrance. Je souffre, donc je répands ma souffrance. Je répands ma douleur dans les murs. Donc là, c'est pas une forme d'entité, ça va plutôt être un signal, un programme qui va être engrangé dans les cristaux de la maison et qui sera réémis continuellement, comme un magnétophone qu'on fait tourner en non-stop. Donc, lente imprégnation par le chagrin, je suis triste, par la peine, par la maladie douloureuse. Alors pour imprégner, on va avoir la nécessité de rester plusieurs années sur le lieu, voire plusieurs dizaines d'années. Quelqu'un qui est malade, qui a une maladie douloureuse pendant des années dans une chambre, va automatiquement tout imprégner. Le lit, les meubles, l'armoire, mais également les murs, tous les cristaux. Le pire, c'est encore une lente agonie, maladie grave, qui va progresser doucement et surtout qui sera douloureuse. L'imprégnation peut être donnée également par une vie entière de peine et de labeur. Quelqu'un qui va être obligé de travailler, mais de peiner énormément pour gagner simplement de quoi survivre. On va avoir une charge. Quelqu'un qui a été par exemple pauvre et qui peine pendant toute sa vie va charger le lieu de cette nature. Et si un homme d'affaires riche vient habiter cette maison-là, il y a deux solutions. Soit il va tout perdre, soit ses énergies positives vont rebasculer le lieu en positif. Mais de toute façon, ça lui fera une charge. Un boulet qu'il lui faudra traîner pendant un certain temps. Alors, on peut aussi avoir dans la lente imprégnation le voisinage malsain. Ma voisine ou mon voisin est malsain. Mais si je suis mitoyen ou si c'est l'appartement qui est juste à côté du mien, il va se charger son appartement. Oui, il va me charger le mien aussi. Il va imprégner. Et donc ça va. Alors c'est pas un maléfice à proprement parler, mais c'est une source d'infestation négative contre lequel je vais devoir lutter. En fait, toutes ces choses-là ne sont que des boulets qui vont s'accrocher à mes pieds et qui vont m'empêcher d'être heureux ou d'avancer normalement. Alors, la lente imprégnation, en général, quand vous allez sur un lieu que vous faites un exorcisme, ça doit dégager. Mais tout dépend de la puissance de l'exorcisme et de la durée et de la puissance de l'imprégnation. Plus l'imprégnation est puissante, plus il faudra un exorcisme puissant. L'exorcisme n'est pas une panacée universelle, c'est simplement un outil à utiliser. Alors, troisième chose qu'on rencontre de manière assez systématique aussi, c'est ce qu'on va appeler les âmes mortes. Alors ça c'est pareil, il y en a partout. C'est toujours issu de l'être humain. On verra un petit peu le mécanisme bientôt. Mais l'âme morte, c'est ce qu'on va appeler l'âme noire que nous laissons après notre décès. C'est en quelque sorte ce qu'on va appeler les coques vides humaines, une forme de mémoire instinctive qui va errer sur les lieux. Par exemple, j'ai habité dans une maison que j'aimais beaucoup. Bon. Et puis je me désincarne et je retourne sur les plans spirituels. Mon esprit monte vers le ciel. Mon corps va à la terre. Mais entre l'esprit et le corps, il y a des énergies intermédiaires. Et ces énergies intermédiaires vont pouvoir errer comme un fantôme dans le lieu d'habitation, parce qu'elle va y être attachée. Or, cette âme morte va avoir tendance à se désagréger. Et pour retarder sa désagrégation, elle a besoin d'énergie.
Alors, celui ou celle qui va donner la meilleure énergie, la meilleure nourriture, ce sont les médiums, les voyants, les gens très sensibles, parce qu'eux, ils captent facilement les âmes des morts. Mais les âmes mortes, pas l'esprit de la personne. Il faut faire une énorme différence entre ça, qui est un phénomène morbide et négatif, c'est un reliquat qui reste derrière, après le passage de la vie, et l'esprit de la personne, qui elle va être retournée au paradis ou selon ses propres croyances, et qui n'aura quasiment plus de contact avec le monde terrestre. Là, on parle du reliquat. Est-ce que ça s'appelle le corps éthérique? Alors, c'est ce que certains appellent le corps éthérique. On emploie le mot éther dans un autre sens, mais c'est exactement ça. C'est l'ombre des décédés. Quand j'appelle ma grand-mère avec le verre, et puis les lettres, c'est ça qui vient. C'est l'ombre de ma grand-mère. C'est pas son esprit. C'est le relent noir des habitants. Donc l'âme noire tentant de survivre à une décomposition inéluctable. Puisque c'est une énergie fortement imprégnée du corps, donc fortement instinctive, le corps se décomposant entraîne la décomposition de l'âme morte. D'où la momification chez les Égyptiens pour retarder cette décomposition. Mais on se trouve avec un fantôme. Ce sont les phénomènes spirites. 99% du spiritisme est lié aux âmes mortes. Donc, morbide, donc, à la limite, source d'infestation. Et pas source de lumière. Comme ils veulent nous le laisser croire. Alors, c'est une mémoire automatique d'anciens locataires accrochés au lieu. Vestiges émotionnels. Alors, on peut aussi avoir des vestiges émotionnels liés au drame de sang. Quelqu'un qui a été torturé et qui a été tué de manière épouvantable dans un lieu va accrocher une partie de son émotionnel, une partie de son âme noire, de sa mémoire instinctive sur le lieu. Le suicide, pareil. Ça va laisser des traces sur le plan émotionnel. Alors là-dessus, on a toute la pratique de la nécromancie, spiritisme. Et à la limite, donc spiritisme et nécromancie peut entraîner un phénomène de possession par ce genre de choses. Donc la possession existe et n'existe pas, mais s'il y a possession, il peut y avoir possession par une entité larvaire, par un mauvais génie créé de l'esprit de l'homme, oui, mais très souvent les démons, c'est plutôt les âmes mortes. Imaginons un puissant sorcier qui a fait ses techniques de respiration 6 par jour pendant 20 ans. Puis comme tout le monde, il finit par retourner au plan spirituel. Il laisse derrière lui une puissante âme tellurique. Et comme elle est puissante, elle est capable d'action magique par elle-même. C'est pour ça que les Égyptiens momifiaient, c'était pour récupérer la magie qui était située dans l'âme noire en fait. Ce puissant sorcier, il va pouvoir enclencher un phénomène de possession véritable. Mais c'est pas une possession par un démon, c'est la possession par l'âme noire laissée de ce sorcier, qui est un véritable démon. On l'avait dit au dernier stage, il y a certaines âmes mortes, certaines âmes noires qui se recyclent. Parce que, qu'est-ce qu'elle a besoin cette âme pour survivre? Elle a besoin d'énergie, donc elle a besoin qu'on la prie, qu'on s'occupe d'elle, qu'on lui fasse des sacrifices. En général, de sang, c'est beaucoup mieux. On lui offre des choses, des parfums. Les fleurs du cimetière sont un petit peu en ce sens. Mais c'est beaucoup plus subtil. Mais elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Alors, cette âme noire du sorcier a 2 solutions. Soit elle essaie d'enclencher un phénomène de possession chez un médium, première chose, et deuxième chose, c'est de créer un cercle de personnes qui vont la prier, qui vont l'appeler, cercle de nécromancie, de nécromande, et petit à petit, elle va se créer un courant. Alors elle va faire des petits miracles, parce qu'attention, une âme noire puissante est capable de guérison, est capable de certaines actions magiques. Donc on se laisse piéger par cette nécromancie. On fonctionne avec, et puis petit à petit, on va lui donner un nom. On va dire oui, je m'appelle Asmodée. Alors Asmodée. Et si cet être larvaire grandit, grossit, finit par
enclencher un égrégore de personnes qui vont la prier, elle peut même, aux suprêmes faveurs, avoir son nom inscrit dans le dictionnaire des démons. Il y a un certain nombre de démons qui en fait sont des âmes mortes recyclées, ayant réussi. Alors c'est amusant de voir que en fait dans le principe c'est assez technique. Alors voilà, donc ça peut faire une possession. Les vraies possessions elles viennent de là, elles viennent très très peu d'autres phénomènes. Alors ensuite, nous avons bien sûr dans les sources d'infestation la magie noire. Mais comme vous le voyez, la magie noire intervient seulement en 4e position. C'est plus rare. Les phénomènes inconscients et instinctifs sont beaucoup plus présents. Donc, 4e point, la magie noire. Pour ça, vous savez tous de quoi il est question. Alors, toujours lié à un lieu. Alors, bien sûr, l'entité larvaire, on a vu qu'elle était liée au lieu, issue des fantasmes des habitants. La lente imprégnation issue des souffrances qu'on a imprimées dans la pierre. Les âmes mortes, c'est les anciens locataires qui veulent rester sur les lieux, c'est le fantôme du château. La magie noire est la 4e source d'infestation des lieux. Alors, une magie noire a pu être utilisée contre les anciens habitants du lieu. C'est pas forcément moi qui suis attaqué, c'était peut-être mes prédécesseurs. Il y a aussi la possibilité que ces attaques aient lieu par la disposition de charges de sorcellerie. Alors il y a une technique utilisée en magie des campagnes qui consiste à prendre un animal, à faire un certain nombre de choses et à l'enterrer plus ou moins vivant sous le seuil, sous le pas de la porte de son ennemi, de manière à réaliser une charge, mais une charge vivante, une charge sacrificielle. Bon, c'est vrai que même si la personne déménage, la charge restera enterrée sous le pas de la porte et elle peut continuer à émettre. Vous avez aussi d'autres techniques de magie, parfois noires, parfois d'une autre couleur, qui consistent à mettre en place des gardiens pour protéger un lieu. On retourne un peu dans le système des génies, mais là qui vont être placés consciemment. Je place consciemment dans mon jardin un gardien pour empêcher quiconque d'approcher, pour repousser les voleurs. Oui, mais une fois que je déménage, une fois que je repars ailleurs, je laisse mon gardien derrière moi. Et les nouveaux occupants, les nouveaux locataires de la maison vont être considérés comme des voleurs. Il faut les faire partir, se dit le petit génie. Et il va travailler dans le sens dans lequel il a été programmé. Donc, c'est rare, ça peut exister. Parce que mettre en place un gardien, c'est quand même de la technique. Il faut quand même avoir un praticien qui soit particulièrement habile. Donc vous avez peu de chances de rencontrer ce genre de choses dans un exorcisme. Et 3e possibilité, comme on avait dit, c'est l'imprégnation morbide d'une personne contaminée par magie. Soit le locataire d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous ou la personne qui vient vous voir, soit dans le passé. Donc, ces 4 points, en fait, c'est, en général, ce sont les 4 points principaux. Entité larvaire, lente imprégnation, les âmes mortes et la magie noire. C'est ce à quoi doit faire face l'exorciste. Alors pour savoir, pour avoir quelques idées, il faut poser des questions. On le verra dans le diagnostic. Mais essayez de comprendre ce qui s'est passé avant. Pour les âmes mortes, essayez de savoir si la personne qui vient vous voir pratique le spiritisme. Est-ce qu'elle appelle l'âme de la grand-mère? Si oui, elle l'attire elle-même, son phénomène de possession. Donc tant qu'elle n'arrêtera pas cette technique, vous pourrez toujours l'exorciser, ça reviendra automatiquement. Après ceci, nous avons trois cas qui relèvent un petit peu d'autre chose. Cas numéro 5, les problèmes de géobiologie, qui ne sont pas des maléfices, qui ne sont pas réellement des infestations, mais
qui sont quand même créateurs de difficultés, de fatigue, de vampirisme, de phénomènes négatifs. Alors, problèmes géobiologiques divers. Ça peut être la ligne à haute tension qui passe juste devant la maison. On a un monsieur que nous connaissions du côté de la forêt de Brocéliande, un patriarche druidique. Il n'a rien trouvé de mieux que d'acheter une maison avec un pylône à haute tension juste devant. Alors, personne n'a compris comment lui pouvait faire ce genre d'erreur. Ah oui, là... C'est sûr qu'il était malade dans sa maison. Vous avez également donc les failles souterraines, les veines métallifères, les rivières souterraines, les nœuds Hartmann ou Curie, etc. etc. Hein, ce stage n'étant pas un stage de géobiologie, revoyez les meilleurs manuels, hein, tout est expliqué. Par contre, très souvent dans le cas de problèmes géobiologiques importants, dans 60% des cas, la solution c'est de déménager. On ne peut pas forcément compenser ces phénomènes. Si vous avez un croisement de rivière souterraine sous la maison, bah, vaut mieux partir. Alors, donc 5e point, c'était les problèmes de géobiologie. 6e point, les problèmes de daimonie. Les daimons, qui ne sont pas les démons, même si étymologiquement, c'est assez proche. Les daimonies, ce sont des élémentaux sauvages. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a de puissants élémentaux qui se sont installés sur un coin de la montagne et qui ne veulent pas que les humains viennent sur leur territoire. Exactement comme le lion défend son territoire, le guépard, la fourmi, le chat, etc. Ils ont tous leur limite de territoire. Donc si vous essayez de construire votre maison dans un lieu puissant, eh ben, les daimonies du lieu, les élémentaux sauvages, non conciliés, vont tout faire pour vous faire partir. Alors si c'est un crocodile, il va essayer de vous attraper une jambe. Si c'est un moustique, il va essayer de vous piquer. Donc l'attaque va être proportionnelle à la puissance de l'élémental. C'est pour ça que certaines personnes, certains Tibétains, eh ben, quand ils veulent installer une lamasserie sur un point particulier, ils vont commencer quelques années avant par envoyer un certain nombre de personnes compétentes pour concilier les élémentaux du lieu. Et après, ils vont construire avec l'accord des puissances de la nature. Ça, vous ne l'aurez pas, hein, c'est un phénomène très, très rare. Alors, ça peut être aussi... Alors, il y a deux sortes d'élémentaux. Il y a les anciens serviteurs redevenus sauvages et ceux qui le sont totalement. Ils protègent leur territoire. Hein. C'est ce que les vieux textes appellent les gnomes, ondines, sylphes ou salamandres. Alors, c'est pareil. Eux, attention, ce ne sont pas des ténèbres incréées, comme nous parlions tout à l'heure. Eux, ils existent de par la nature. On pourrait presque dire qu'ils ont été créés par Dieu. Donc, ils sont puissants et dangereux. Ils peuvent aller vers la possession, mais ce sera une possession sauvage. Ben, c'est l'histoire du loup-garou. C'est Wolf. C'est la possession d'un être humain par une entité animale ou élémentale. Limite toute la science chamanique du totémisme se situe à ce niveau-là. Et alors, 7e point, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, qui n'est pas une source d'infestation, c'est le haut lieu. Les hauts lieux qui seront insoutenables pour qui n'est pas de leur nature et pour qui n'a pas la puissance pour résider. Ce sont des portes, ce sont des chakras planétaires. Ça peut être aussi, par exemple, des anciens lieux de culte solaire, parce que les anciens, ils faisaient leur lieu de culte sur des chakras planétaires, c'était plus efficace. Ça peut être aussi les lamasseries des hauts plateaux tibétains. Si moi, en tant qu'occidental, je vais essayer d'aller vivre là-bas, je risque d'avoir de grosses difficultés. Parce que c'est trop fort énergétiquement. Parce que je ne suis pas prêt, je n'ai pas préparé ma vie, je n'ai pas fait mes exercices de respiration pendant des années avant d'y aller. Etc. Donc, sources d'infestation, les 4 premières sont des réelles sources d'infestation d'une maison.
La 5e, la 6e et la 7e sont des problèmes beaucoup plus rares, mais problème géobiologique, un exorciste peut le rencontrer. Il faut faire la différence entre un problème géobiologique et une attaque d'autre chose. Parce que vous pouvez toujours exorciser un problème géobiologique, ça ne fonctionne pas. Et on va vous dire, mais monsieur, vous êtes un mauvais exorciste. Vous ne serez pas forcément un mauvais exorciste, mais vous aurez fait un mauvais diagnostic. Comme le médecin, s'il diagnostique une grippe, qui donne un médicament contre la grippe, puis en fait, on a une pneumonie ou mal à la tête, simplement, le remède ne va pas fonctionner. Donc voilà, principalement, les sources d'infestation. Y a-t-il une question là-dessus? Oui. C'est pas vraiment là-dessus, mais si un lieu n'est pas habité continuellement, c'est-à-dire s'il est habité par intermittence 3 jours par semaine, est-ce que le temps où l'habitant n'est pas là, est-ce qu'il peut se charger, être infesté? C'est souvent l'habitant. Donc si un lieu est habité 3 jours par semaine, est-ce qu'il se charge quand il n'y a personne? Voilà, il peut se charger quand il n'y a personne s'il y a une magie noire qui est effectuée. Donc s'il y a quelqu'un qui veut infester le lieu, dans ce cas-là, oui. Il peut se charger par la... Mais en général, c'est la personne qui va le charger. C'est toi qui va, quand tu vas aller dans ton lieu, qui va éventuellement le charger. À moins que le voisin fasse tout ce qu'il faut pour amplifier les choses. Mais il y a toujours un humain derrière le phénomène. Mais cet humain, il est derrière le phénomène aujourd'hui, ou il peut provenir du passé également. Bon, là, je pense que c'est pas trop compliqué. Les sources d'infestation. Alors, on va mettre un petit schéma maintenant. Un petit peu plus détaillé. Donc l'esprit, commençons par là, ça va être le siège de la pensée métaphysique. Quand on parle de l'Esprit Saint, c'est saint. Alors nous, on va appeler éther cette chose-là. Alors que d'autres, au 19e, ont appelé le corps éthérique, en fait, ce qu'on a situé comme l'âme noire. Donc l'esprit, siège de la pensée métaphysique, c'est le Saint-Esprit, c'est le germe d'éther, donc le germe spirituel. C'est le souffle de vie, c'est le feu, et ça va correspondre également à certains lieux. On va le voir juste après. Cette partie-là ne peut jamais être envoûtée, c'est la partie immortelle de nous-mêmes, qui peut ou non se dissoudre dans le grand corps de Dieu en fonction de ce qu'on a fait sur terre et en fonction de la corporification qu'on a pu en obtenir. Mais ça ne se perd pas. Ça reste. Mais par contre, c'est comme une disquette informatique. Si on la formate, on efface tout. Et ça devient un nouvel esprit vierge. En dessous, on a vu, nous avons l'âme blanche. Donc l'âme blanche, c'est l'émotion mystique. C'est quand je suis en état de prière. L'âme blanche, c'est le corps de gloire. Le fameux corps de gloire que nous devons construire durant notre vie si nous voulons aller au paradis, nous dit la tradition. C'est-à-dire que à chaque fois que l'esprit remporte une victoire sur le corps, eh bien notre corps de gloire se construit un petit peu. Et à chaque fois que le corps remporte une victoire sur l'esprit, eh bien c'est l'âme noire qui va se construire. D'où le fait que nous sommes un petit peu comme un damier, et d'où le damier de certaines fraternités, damier donc case noire, case blanche, case noire, case blanche, parce que ce sont ces deux âmes qui sont ainsi symbolisées, l'âme blanche et l'âme noire, c'est-à-dire le résultat des combats de l'esprit et du corps de Saint-Michel et du dragon. Et on sait tous, en tant qu'incarnés, que tantôt c'est le corps qui va gagner et tantôt c'est notre esprit. Ce qu'il faut, c'est essayer d'accumuler les victoires de l'esprit. Alors l'âme noire, c'est quoi? C'est le domaine passionnel et instinctif. L'âme noire, c'est également le corps des pouvoirs, magnétisme.
tout envoûtement et exorcisme se situe sur le plan de l'âme noire. Puisque dans l'âme noire, il y a des pouvoirs magnétiques, magiques, pourrait-on presque dire, un exorciste doit posséder ce pouvoir. Donc un exorciste doit avoir une puissante âme noire et une puissante âme blanche. Mais un exorciste qui n'aurait pas une puissante âme noire aura beaucoup de difficultés à obtenir des résultats. Par contre, quelqu'un qui n'aurait qu'une puissante âme noire pourra toujours être un bon sorcier, négatif ou positif, mais ça restera un sorcier. Il a le pouvoir, mais il n'a pas l'émotion mystique derrière. Nous devons être complets. Et le corps, comme nous l'avons vu. Alors si, en nous, nous avons l'esprit, l'âme blanche, l'âme noire et le corps, ça signifie qu'au niveau des lieux, nous aurons des lieux, des maisons, qui seront de nature esprit, des lieux de nature âme blanche, des lieux de nature âme noire et des lieux de nature corps. C'est-à-dire corps. Alors, on va justement donner des exemples. Alors, un lieu signé esprit, on peut appeler ça un lieu saint habité. Ce sera le lieu saint. Le lieu où souffle l'esprit, qui peut être un chakra planétaire. Mais c'est un lieu où souffle l'esprit. On a vu tout à l'heure le haut lieu, qui peut être insupportable au commun des mortels. Donc attention au haut lieu. Au niveau âme blanche, ce seront des lieux spirituels. Ce seront par exemple des lieux de prière. Pourquoi pas des lieux de pèlerinage. Si le lieu où souffle l'esprit sera en général très discret, seuls quelques initiés, quelques dignitaires connaîtront l'existence de ce lieu. Par contre, un lieu mystique, un lieu de prière, un lieu de pèlerinage sera beaucoup plus connu du grand public. Il sera beaucoup plus fréquentable également. Il ne peut pas être envoûté celui-là non plus. En fait, le lieu de prière sera un lieu qui va rayonner une énergie positive, mais de nature, je dirais, d'un diapason inférieur, ce qui permet que tout le monde va pouvoir y aller, et tout le monde va pouvoir en ressentir des bons effets positifs. Et nous avons, sur le plan donc de l'âme noire, un autre type de lieu que nous allons appeler l'âme classique du lieu. Quand on parle de l'âme du lieu, en général, c'est un niveau énergétique. Donc c'est les passions émotionnelles humaines qui vont donner naissance à l'âme noire de la maison. Et c'est sur l'âme noire de la maison que vont se fixer les maléfices. Donc, âme classique du lieu. C'est l'âme de ma maison. Ma maison n'étant pas forcément un lieu de pèlerinage, ni un lieu où souffle l'esprit, que bon, ne rêvons pas, eh bien, ma maison, qui peut être très positive, sera un lieu énergétique, parce que l'âme noire n'est pas une âme négative, c'est une âme instinctive, énergétique. Le magnétisme, un bon magnétiseur qui va obtenir des guérisons, fonctionne sur le plan de l'âme noire. L'âme noire, c'est bien, si elle est utilisée correctement. Et c'est mal si elle est mal utilisée. Mais c'est surtout énergétique. Donc, selon la qualité énergétique de la maison,